publication, eu égard au tollé qu'elle avait commencé à susciter, a été supprimée. La question que l'on se pose, c'est si la publication Dr Doumbia est supprimée finalement, c'est que vous vous rendez compte du malaise qu'il y avait. Mais pourquoi, avec toute l'équipe qui entoure le ministre, professeur Adama Diawara, on ne s'est pas rendu compte que peut-être il y aurait une erreur de communication avant de faire la publication? Merci infiniment. Je vais commencer d'abord par présenter mes excuses à la communauté universitaire et surtout à la nation ivoirienne. Non pas à l'acte. Docteur Diofolo, il me semble qu'il y a un léger souci avec votre micro, qu'on est en train de le régler là tout de suite. Le temps pour moi d'entendre les autres intervenants sur ce sujet, et quand c'est bon, on revient à vous. Monsieur Gogonian, c'est à vous. Comment vous analysez cette actualité? D'accord, merci Ali. Dans un premier temps, c'est un choc pour moi. Hein. Un choc pour moi parce que quand on entend le mouvement Zigueyi, pour ceux qui ont fait la jeunesse dans les années, on va dire 80-90, ça ramène à un mouvement de rue. Parce que en son temps, il y avait certains films ou certains acteurs j'allais dire, des arts martiaux, donc qui étaient le référentiel de la jeunesse en son temps. Alors chacun voulait s'affirmer dans les rues. Donc forcément, c'est la loi de la rue qui primait. Donc le thème Zigueyi n'était pas vraiment bien approprié parce qu'il fallait s'affirmer dans la rue. Alors, les années sont passées, les mentalités ayant évolué. Dans les années, on va dire 90, le président Houphouët-Boigny, en son temps, a donc bien voulu faire la part belle aux Louba, en leur octroyant même ce qu'on appelait le sababou, pour un peu les calmer. Et puis, de ces grands mouvements, certains ont émergé, sont même devenus des grands artistes, et finalement même, ce mouvement Zigueyi est même devenu une danse, donc c'est rentré dans la culture ivoirienne. Donc, mais néanmoins, l'image de la rue, de s'imposer dans la rue, est restée collée à cette jeunesse-là. Alors, comment transposer cela sur la franchise universitaire? Alors que la FESI a été dissoute, comment encourager un tel mouvement pour mettre de l'ordre? Vous posez des questions pertinentes, docteur Diofolo, c'est à vous. Ali, je reviens en disant que nous présentons nos excuses à la communauté universitaire et ensuite à la nation ivoirienne. Non pas pour l'acte posé par le ministre Adama Diawara, mais pourquoi alors? Mais pour l'exploitation faite de cet acte. Expliquez-nous. Il y a eu des mesures. Écoutez, il faut voir le contexte. Vous savez, l'information a cette particularité de ressembler au PET. Ce n'est pas la volonté du péteur qui détermine le son du PET, c'est la forme des fesses. Le ministre Adama Diawara ne peut pas dire et se dédire. Le ministre Adama Diawara est la cause de la sûreté, de la paix et de la quiétude sur l'espace de campus. Il est incapable, il est impossible d'admettre qu'il vient se dire. C'est pour cela que ces informations que nous avons vues, il faut les prendre avec des pincettes. J'ai dit certes, il a rencontré ce qu'on appelle des Zigueyi. Mais je pose la question, les Zigueyi, ce sont des citoyens ou pas? Voilà, ce sont pas des animaux. Ce sont des citoyens qui votent. Le ministre Adama Diawara les a rencontrés pour deux raisons. La première raison, ils l'ont sollicité plusieurs fois pour leur insertion sociale. Ils ont même évoqué le fait qu'on parle de seconde chance, l'école de seconde chance, eux ils sont laissés sur les carreaux, on ne fait rien pour eux. Deuxièmement, ils l'ont rencontré parce que le ministre lui-même est né à Djamé, vraiment côté. Bon, ils sentent qu'ils sont proches de lui et ils ont pris une occasion bien choisie, son anniversaire, pour le fêter, et ils ont fait des suggestions. Alors, le ministre leur dit que, bon, aujourd'hui, l'espace est calme, il y a même les forces régaliennes qui sont présentes, mais qu'on m'admette qu'il faut encore des loupas là-bas. Non, non, non. On ne peut pas dire ce dédit. Je reprends simplement pour dire que l'information a été exploitée, mais je ne nie pas la rencontre entre le ministre et la communauté Zigueyi. D'accord, très bien. Alamine? Déjà, avant de procéder sur des analyses, j'aimerais savoir si notre invité du jour peut nous répondre simplement, sans pour autant travestir les propos. Est-ce que le ministre Adama Diawara a demandé clairement aux Zigueyi RHDP d'assurer l'ordre sur le campus universitaire, oui ou non? Est-ce qu'il l'a fait? Question directe. Réponse attendue. Non. Pour une simple raison. Allez-y. Ce sont eux qui ont demandé qu'est-ce que vous pouvez nous proposer avec l'émergence, avec tout ce que le président Alassane Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire. Et nous, on devient quoi? Est-ce que nous, on ne peut pas bénéficier de seconde chance?
Il leur a retourné la question. Vous m'avez reçu pour l'anniversaire, vous m'avez fait un gâteau. Ce que vous voulez faire pour être utile dans la politique du président Alassane Ouattara, il faut être d'abord formé, il faut être organisé et surtout, il faut être légalement constitué. Si vous arrivez à faire ça, on verra dans quelle mesure on pourra vous apporter un appui pour que vous vous resocialisez. Voilà. Maintenant, si vous partez sur les espaces du campus, mais la police est là, la gendarmerie est là. On ne peut pas... Mais justement, c'est peut-être ce qui a suscité cette polémique et l'a enflé. Oui. Parce que justement, vous citez les forces régaliennes qui sont censées incarner l'ordre public. Oui. Comment faire appel à des IGI, entre parenthèses, des personnes qui sont réputées pour être des loupards ou utilisant la force dans bien de situations pour assurer la sécurité du campus? C'est peut-être ce... Est-ce que vous admettez qu'il y a eu peut-être un problème de communication? Non, il n'y a pas eu de problème de communication, M. Ali. Je vous assure qu'il n'était pas question, lors de cette rencontre, que l'ensemble de cette communauté Ziguéi vienne rencontrer le ministre. Je vous ai donné les deux éléments. Le premier élément, c'est qu'il va être resocialisé, il va être productif. Deuxièmement, ils connaissent bien le ministre, puisque le ministre est à Djamé, il a tout fait à Djamé. Donc, ils ont trouvé bien avec le maire d'Adjamé d'être à cette rencontre. Alors, il s'agissait simplement de voir dans quelle mesure il peut être resocialisé. Mais vous ne pouvez pas enceinter une femme enceinte. C'est-à-dire, vous nettoyez le terrain, vous vous installez les forces régaliennes, et puis vous prenez autre chose pour venir mettre là, mais dans la pratique, c'est impossible. D'accord. Très bien. Docteur Adielou, vous qui êtes enseignant, comment vous réagissez sur cette actualité? Merci Ali pour la question. Ici, nous parlons du ministre Adama Diawara. Mais qui est le ministre Adama Diawara? Qui est le ministre Adama Diawara? C'est un éminent intellectuel, érudit, mathématicien. On parle de l'homme qui a révolutionné l'enseignement universitaire en Côte d'Ivoire. On parle de celui qui est en train de donner des lettres de noblesse à l'enseignement universitaire. Nous parlons ici de celui qui a donné à l'université, à l'école, à l'enseignement supérieur, une nouvelle loi. On parle d'un professeur qui n'est pas omnibulé par son titre, parce que le ministre Adama Diawara continue à venir donner des cours à l'université, malgré ses occupations professionnelles. Mais on parle de celui qui a pacifié l'espace universitaire, le ministre Adama Diawara. C'est lui qui a amené la quiétude dans les universités aujourd'hui. Aujourd'hui, plus de fessis. Quand vous circulez sur le campus, il y a une paix. Aujourd'hui, dans les amphis, le nombre d'étudiants a complètement diminué dans les amphithéâtres. Nous sommes aujourd'hui aux normes. On parle de celui qui a ramené les années universitaires aux normes en Côte d'Ivoire. C'est de celui-là que nous sommes en train de parler. C'est celui-là qui a demandé au président de la République de mettre fin à la pègre en griffe qui était la fessie. Je m'étonne que ce monsieur-là, cet éminent intellectuel, qui a su ramener la paix, la quiétude et donner à l'université ses lettres de noblesse, puisse aujourd'hui être accusé de vouloir amener des IGI sur les campus universitaires. Je m'inscris en faux, mais toujours est-il que sur sa page Facebook, il y a eu cette publication. Donc je vais demander à mon éminent collègue, qui est-ce qui a publié cette information sur la page Facebook de Monsieur le ministre? C'est tout le sens de la question qui consiste à dire, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de communication? Non, nous sommes présentement en audit. Nous sommes présentement en audit au niveau du ministère pour voir dans quelle mesure cet article-là a fait un boom de l'externe sorte. Nous sommes en audit, le site du ministère sera audité, les pages Facebook du ministre seront éditées et tout ce qui est lié au ministre sera édité. Vous voyez, ce qu'il vient de dire tout à l'heure sur la personne, la personnalité, le personnage du ministre montre directement que c'est une personne singulière qui a des réalités plurielles. C'est un méthodiste. Il ne peut pas se dire et se dédire. Il ne peut pas poser des actes et le contraire. Je reviens encore à ce que vous avez dit. Qui a posté? Mais là, n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir si les IGI sont des citoyens ou pas. Est-ce qu'il a le droit de les rencontrer? Si oui, ce sont des citoyens qui votent. Et Adama Diawara appartient au RHDP. Il n'y a rien qui lui dise de voter pour le président Alassane Ouattara. Voilà. Très bien. Donc, voilà, je pense que
en vérité, ce n'est pas la question de sécurité sur le campus, c'est cette dimension, à cause du contexte que nous vivons, qui fait qu'il y a eu des mesures au niveau de l'exploitation de l'information. Est-ce que, voilà. ce n'est pas un raccourci aussi de dire que c'est une exploitation que certains opposants, j'entends, dans votre logique, veulent se saisir de cette affaire pour faire porter le chapeau au ministre Adama Diawara? De toute façon, Lamine Fofana, vous vouliez faire une analyse, allez-y. Que de dire que le ministre Adama Diawara ne peut pas se dire et se dédier dans une république, c'est peut-être aussi faire preuve de suffisance déconcertante, dans le sens où le ministre Adama Diawara est un homme, il peut arriver qu'il puisse commettre des carences de communication. De mon analyse, ce poste-là était quelque part volontaire. Parce qu'en politique, il y a ce qu'on appelle la mise à l'agenda. La mise à l'agenda, c'est inscrire une thématique principale à l'appréciation de la population et de voir les réactions pour, en amont, lancer une action en fonction des réactions. Vous savez, le mouvement des Zigueyi, lorsque notre invité dit que ce sont des citoyens, oui, ce sont des citoyens, mais rassembler les mouvements, les Zigueyi RHDP dans ce contexte-là, c'est problématique. Pourquoi? Ça ne peut pas être donné comme une action citoyenne. Parce que dans la citoyenneté, il y a civilité, il y a civilisé, il y a respect des institutions de la République et il y a unité. Donc, prendre les Zigueyi RHDP, c'est exclusif. Parce que si on était dans une démarche citoyenne au nom de leur citoyenneté, on prend tous les Zigueyi sans distinction de leur appartenance politique, ethnique ou religieuse pour servir la cause commune qui est présentée comme salvatrice. C'est la première chose. La deuxième chose par rapport à la mise à l'agenda, c'est que si vous regardez bien, la question des Zigueyi s'inscrit dans la continuité de l'opposition entre le RDR du président Alassane Ouattara d'antan et le FP du président Laurent Gbagbo d'antan. Avant, les Zigueyi étaient souvent confus au mouvement de la FESI. Confondus au mouvement de la FESI. Donc, il est arrivé des dissidences internes dans la FESI entre 1990 et 2000 pour des questions d'orientation stratégique. Soro Guillaume, qui a été de la FESI, s'est rapproché d'Alassane Ouattara. Charles Blé Goudé, qui était de la FESI, s'est rapproché du président Laurent Gbagbo. Il y a un des précurseurs du mouvement Zigueyi, en la personne de Thierry Zébier, qui a été assassiné en Côte d'Ivoire le 17 juin 1991, parce que justement, il y a une partie du mouvement qui estimait qu'il commençait à se rapprocher du pouvoir, là où il laissait la lutte fessiste à la base. Donc pour dire que lorsque le ministère pose cette action, c'est quelque part pour dissuader l'opposition. Pour quelle raison? Si vous vous rappelez très bien, lors de la marche du Front commun, il y a une vidéo qui a capté l'attention majoritairement des militants du RHDP. C'était les chants Woyo. Les chants Woyo, c'est une identité remarquable du mouvement de la FESI. La FESI étant dissoute, le pouvoir en place peut se dire que les cellules dormantes de la FESI peuvent revenir pour constituer une certaine force pour l'opposition. Donc remettre à l'ordre du jour le mouvement Zigueyi, qui était un peu comme la partie séparatiste de la FESI, c'est pour dissuader et puis équilibrer les forces pour qu'on puisse arriver à une dissuasion où, lorsque le président Laurent Gbagbo dit on va se battre, on peut lui accorder le bénéfice du doute de la bataille démocratique, mais en amont, les politiques savent que la question de la rivalité de terrain fait que souvent, il peut y avoir des forces de manière pratique. Donc ça peut être quelque part une politique délibérée qui a été menée par... Très bien, il va réagir tout à l'heure à votre analyse. On va faire un dernier tour et permettre à Dr Diofolo de réagir et se retirer. Gogognon, allez-y. Alors Ali, comme je le disais, la question n'est pas de catégoriser les citoyens pour dire qu'elles ne sont pas aussi des êtres humains. Bien sûr, ce sont des êtres humains. Mais on analyse la question sous l'angle du contexte actuel. Vous vous souvenez, en son temps, l'on parlait de groupes d'autodéfense, de miliciens, dans le contexte politique. Et aujourd'hui, on met en place un mouvement, le mouvement Zigueyi. Mais je voudrais rappeler qu'en Côte d'Ivoire, il y a une association officielle qu'on appelle l'Association des Zigueyi de Côte d'Ivoire, l'ADESI. Alors s'il y a des jeunes gens qui se reconnaissent dans ce mouvement, pourquoi ne pas aller rencontrer les responsables et de façon officielle, venir voir le ministre tant qu'il souhaite aider ces jeunes gens? Mais je dis, tel que ça a été présenté, ça ressemble un peu à quelque chose qu'on prépare pour faire face à une situation. Parlant même du campus, c'est là que ça choque. Pendant que les véritables étudiants qui étaient dans leur association, l'association a été dissoute, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais au moins ils ont le droit d'être en association. Et dans le même temps, on reçoit des personnes se réclamant du mouvement Zigueyi
Et en même temps, c'est eux qui doivent mettre de l'ordre sur les campus. Alors, la force régalienne, qui est la force de police, les unités de police qui peuvent... Ils sont très présentes hein, quand on passe au sein de l'université. Donc, moi, je vais dire, ça a été vraiment une erreur de la part de monsieur le ministre. Eu égard à ses compétences, à ses qualités, il y a même une sorte de contradiction entre ce qu'il est et puis là qu'il vient de poser. C'est vrai que ces équipes reconnaissent qu'effectivement, il y a eu cette rencontre-là, mais qui s'attendent à ce que leurs adversaires politiques puissent récupérer cela. C'est de bonne guerre. Si c'était du côté de l'opposition, on aurait dit, ben voilà, Laurent Gbagbo, pour sa bataille, recrute des jeunes gens pour son groupe d'autodéfense des miliciens. Très bien. Donc c'est de bonne guerre en tout cas. Alassane? S'il y a une chose à laquelle, quand je l'observe, le président Alassane Ouattara tient, c'est l'esprit républicain. Et cet esprit républicain, vous allez m'excuser, malheureusement, n'est pas aperçu ou bien n'habite pas beaucoup des cadres du RHDP. Il faut pouvoir dissocier le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, professeur Adama Diawara, de l'homme politique qui est en mission pour le parti au pouvoir, le RHDP, qui est l'homme Adama Diawara. C'est pourquoi quand j'entends Dr Doumbia parler encore une fois, je veux bien croire aux propos qu'il tient, mais ça m'est difficile. Quand en même temps, au bas de la publication, le professeur Adama Diawara dit que je leur ai même apporté un soutien financier. D'où est venu l'argent? Des caisses du ministère de la Recherche scientifique ou bien des caisses du RHDP? Parce que, exactement, ce sont des IGI RHDP qui ont été reçus par le ministre de l'Enseignement supérieur. Donc là se pose la question de notre capacité aujourd'hui en tant qu'homme politique à nous dissocier à un moment donné, à prendre une certaine hauteur de vue sur nos positions, nos agissements en tant qu'homme politique et en même temps sur nos actions en tant que responsable, donc en charge de certains compartiments clés de l'État. Docteur Adjelou? Oui, merci Ali. Moi, je voudrais dire qu'il y a eu une erreur de communication au niveau des services du ministère. Sinon, le ministre Adama Diawara que nous connaissons, il a bien dit, on fait le distinguo entre ses fonctions officielles et on fait le distinguo entre ses fonctions au sein du RHDP. Il faut préciser que le ministre Adama Diawara était dans le cadre de son parti. Donc, il est libre de rencontrer n'importe quel citoyen, que ce soit des IGI, que ce soit des analphabètes, peu importe, il est libre de les rencontrer. Les moyens qu'il donne, il est dans un cadre privé, donc on suppose que ce sont ses propres moyens, ce n'est pas les moyens tirés des caisses de l'État. Donc, moi, je pense qu'il était dans un cadre purement privé, que certaines personnes, soit ces services de communication, ont voulu relayer l'information, mais l'information n'a pas été relayée comme il se devait, et ça crée cette polémique. C'est une polémique qu'il faut éteindre et puis passer à autre chose. Docteur Diofolo, vous répondez à tout ça avant de vous retirer. Je voudrais dire merci à M. Fofana pour sa théorie tout dont elle a avancé. Mais cette théorie, je répète qu'elle est juste, mais elle n'est pas vraie. Dans ce cas précis. Je ne vais pas faire de développement pour rebondir. Si, vous avez le droit. Hein, oui, bon, je dis qu'elle est juste, mais elle n'est pas vraie. Vous savez, le cadre de la rencontre entre le ministre et la communauté Zigueï n'est pas un cadre caché, ce n'est pas de la sorcellerie, rien. Il allait rencontrer ses frères. Je dis bien ses frères. Les Zigueï sont des citoyens. Les Zigueï votent. Les Zigueï peuvent faire changer l'électorat. Mais ce qu'on ne perçoit pas, c'est que les Zigueï ont ce qu'on appelle des impacts au niveau de la sécurité. Or, la première pierre de la sécurité, c'est la prévention. Alors le ministre leur demande simplement, faites de telle sorte que vous ne soyez pas mêlés à tout ce qui peut apporter le désordre. Faites de telle sorte que vous soyez contribuables à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Faites de telle sorte que les noms qu'on avait de vous, la négativité qu'on avait de vous, ne soit pas justifiée aujourd'hui parce que toutes les infrastructures sont en place de tout ce que vous voyez. Pour revenir à ce que le frère a dit, l'éloge fait au ministre est juste et vrai. C'est un homme méthodique. Mais ce n'est pas à moi de faire le griotisme pour le ministre Adama Diawara, que je connais très bien. Je vais simplement dire que la correspondance entre la personne et la personnalité du ministre Adama Diawara ne peut jamais être compatible avec les déclarations faites. S'il y a erreur de communication, donnez-nous 48 heures, je suis le directeur de la communication, nous sommes en audit, d'où ça vient et qui a fait, je serai capable de vous dire.
Je souhaite que cette affaire soit l'étincelle qui va s'éteindre lui-même, parce que justement, le ministre a apporté ce qu'on appelle la révolution copernicienne au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Docteur Diofolo Doumbia, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la Quotidienne Info. Merci. Nous sommes ouverts et on espère qu'au terme de votre audit, comme vous l'avez annoncé, vous êtes invité encore une fois à cette émission pour nous donner la suite de cette affaire qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Merci d'être venu. Merci bien. Merci beaucoup. Okay. Dans quelques instants, nous allons recevoir un autre invité. Un problème d'abaissement véritable du niveau de l'éthique, non seulement dans la sphère politique ivoirienne, mais aussi dans la sphère politique sous-régionale, continentale et même mondiale. Cela se traduit notamment par le fait que le taux de corruption ne fait qu'augmenter dans plusieurs États. En Côte d'Ivoire, selon le dernier rapport Risque Pays de Bloomfield Intelligence 2025, ce sont 1400 milliards de francs CFA qui disparaissent tous les ans à cause de la corruption. Et cela représente 4% du produit intérieur brut de notre nation. Cette somme, si l'on s'en tient aux explications qui avaient été données lors de cette conférence, est directement liée à la gestion des fonds de l'État. Mais c'est aussi de la politique. Ce sont des acteurs clés de la gestion politique, de la gestion de la cité, qui sont à la manipulation de ces ressources ô combien importantes. 1400 milliards de francs CFA. Cela sous-entend que si concrètement l'éthique existait véritablement dans le milieu politique ivoirien, on aurait pu utiliser 1400 milliards de francs CFA pour répondre à plusieurs doléances de nos concitoyens, pour répondre aux problèmes de voirie, d'adduction d'eau potable, et j'en passe. Le problème, en fait, vous n'avez pas bien compris le sujet. Le sujet, c'est est-ce que l'éthique est toujours possible en politique? D'abord, il faut comprendre que la politique, la définition la plus simple de la politique, c'est la gestion de la cité pour assurer le bonheur des populations. Donc, dans notre processus de gérer la cité, on gère la cité à plusieurs étapes. Le premier niveau de socialisation des personnes vis-à-vis desquelles on déroule des programmes et des projets pour les satisfaire commence dans la cellule familiale. Dans la cellule familiale, l'éducation est faite en fonction de nos croyances culturelles et culturelles. Donc, lorsqu'on vit dans une république, l'éthique ne peut pas être toujours appliquée en politique parce qu'il y a souvent des impératifs d'ordre opérationnel qui font qu'on est obligé d'outrepasser l'éthique pour pouvoir arriver à un développement général. Un exemple très simple. L'éthique, c'est la science de la morale. La morale, c'est ce qui nous permet de différencier le bien du mal. On n'a pas la même perception du bien et du mal automatiquement. On ne peut pas rester constant vis-à-vis d'une application éthique globale. Même dans les programmes politiques, c'est impossible. Vous faites deux graves erreurs. Déjà, la thématique du duel, c'est l'éthique a-t-elle sa place en politique? Et de ce qui ressort des définitions que vous donnez, je peux vous inscrire en faux. Parce que la morale distingue ce qui est bien et ce qui est mal. L'éthique, quant à elle, distingue ce qui est bon de ce qui est mauvais. La morale est absolue. Je peux même dire que la morale est universelle, alors que l'éthique dépend de l'individu en présence, dépend des conditions, des circonstances du moment. Et donc, en partant sur cette base définitionnelle, moi je pourrais dire clairement que nous avons encore et toujours, et nous aurons indéfiniment besoin d'éthique dans la sphère politique ivoirienne. En 2011, précisément le 9 août 2011, alors qu'il y a 3 mois, il venait de prêter serment, le président Alassane Ouattara organise un séminaire au palais de la présidence de la République. Son premier ministre, Guillaume Kibafori Soro, et tous les ministres défilent pour prêter serment. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le bien, c'est le bon, le mal, c'est le mauvais. L'éthique et la morale sont comme une pièce, mais c'est double face. Ce sont des faces qui sont différentes. En fait, le problème ici, c'est qu'on n'est pas en train de condamner l'intention de l'éthique, mais on est en train de dire que c'est impossible d'appliquer une éthique globale en politique. Pourquoi? Par exemple, considérer une disposition légale qui dit que la polygamie est interdite en Côte d'Ivoire, ou bien considérer une disposition légale qui dit que la consommation de l'alcool est interdite en Côte d'Ivoire. Pourtant, on vit sur 322 462 km² où on a des régions, des religions et des cultures différentes. Donc, vouloir appliquer l'éthique, qui est le bien, qui est de s'éloigner de l'alcool, va biaiser une partie des citoyens. Donc, on ne peut pas appliquer une éthique parfaite dans tout le sens du thème. Le même président Alassane Ouattara que vous mentionnez a dit qu'il ne sera pas candidat pour un autre mandat. Il est revenu sur sa parole pour dire que
la peur du devoir peut transcender la parole d'un de bonne foi. Est-ce une évolution de la chose ou bien le président Alassane Ouattara est dépourvu d'éthique? Violente question, comme dirait Nguès, mais à la vérité, je maintiens ma position pour dire qu'il nous faut de l'éthique en politique. Pourquoi? Quand vous prenez par exemple l'exemple de l'alcool, mais qui vous dit que l'alcool sur certains cieux et même dans certaines cultures en Côte d'Ivoire est mauvaise? Blaise Pascal disait que vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Et c'est pourquoi justement il faut de l'éthique en politique pour essayer d'assembler tout ce qui est sensibilité des communautés et même des religions et des ethnies pour nous permettre de nous transcender avec des valeurs morales qui nous permettraient, des valeurs morales et éthiques, qui nous permettraient au final d'agir selon le bon sens. Moi, je maintiens ma position en disant que le président Ouattara n'était pas obligé d'organiser un séminaire. Quand il organise un séminaire et fait prêter serment à tous ses ministres, et il finit par dire qu'il faut rompre avec la corruption et gérer selon lui, ériger selon lui en mode de gestion, ça veut dire que oui, il tient à l'éthique, il tient à la bonne morale et à la vertu. Pour répondre à ta préoccupation de manière simple, on n'est pas en train de dire que l'alcool est bonne ou pas bonne. On est en train de dire que la politique fonctionne avec des dispositions principielles et des dispositions légales. Donc, donner un principe qui dit que tel est interdit peut frustrer une grande partie de la population. Donc souvent, l'éthique est confrontée à la souplesse des spécificités. Pour revenir au cas du président Alassane Ouattara, on avance, Diatopi Diakourni. Il dit hier qu'on fait signer au ministre une charte éthique et après, il revient remettre en cause cette éthique. Et vous pose la question de savoir, est-ce qu'il a failli à cette disposition éthique ou bien c'était le contraire? Alors sur la scène internationale, le président Vladimir Poutine, qui estime que le cordon sécuritaire de son pays est biaisé lorsque l'Ukraine tente de rentrer dans l'OTAN. Donc il décide de faire une opération militaire pour protéger son pays. L'Occident dit invasion de la Russie en Ukraine. L'Ukraine dit défense légitime de son territoire. Donc vous allez voir que la question de l'éthique fait le bien. Envoyer des soldats en guerre est souvent face à des sensibilités de fond. C'est pourquoi je vous remercie d'ailleurs de rejoindre ce que je disais. J'ai dit tout à l'heure que l'éthique était circonstancielle et que la morale, elle était universelle. C'était une vertu qui ne se discutait pas. Mais l'éthique nous appartient. Le président Ouattara, son éthique lui appartient. Et je ne veux pas faire un débat de constitutionnalisme, je n'en ai pas la prétention, mais vous avez bel et bien signifié que la République, la nation est fondée sur des textes. Les textes, le débat s'est posé et le débat va continuer de se poser. Ce que moi je dis et qui est vrai, c'est que l'éthique du président Alassane Ouattara lui appartient totalement. Dire qu'il n'y a pas d'éthique, qu'il ne faut plus d'éthique dans la sphère politique, c'est créer un monde de chien-lit total où c'est la raison du plus fort qui va s'ériger, comme le dirait Jean-Jacques Rousseau, en maître absolu et nous ne pourrons plus nous en sortir. Machiavel lui-même, qui pose les bases de la politique moderne, il dit dans Le Prince, mais Machiavel n'est pas machiavélique. Cela veut dire tout simplement que l'homme politique, dans la sphère politique, doit intégrer une dose de morale. Vous ne pouvez jamais dissocier l'éthique de la morale, parce que la langue française que nous parlons aujourd'hui n'est pas notre langue maternelle. D'après les référentiels littéraires, l'éthique c'est la science de la morale. La morale nous permet de distinguer le bien du mal. Donc qui dit éthique dit morale. Vous ne pouvez pas renfermer ça dans une concavité isolée pour prétendre dire que ça c'est une spécificité et ça c'est une généralité. Par exemple, vous-même, ça fait par exemple combien de mois vous roulez sans assurance? Lorsque la police vous arrête, vous bravez votre carte de journaliste pour partir accomplir une tâche qui est plus supérieure que la violation d'une règle éthique. Donc, vous vous érigez au-dessus de ce qui est éthique, ce qui est moral, ce qui est bien, pour venir servir une information de qualité chaque soir ici à NCI. De cette même manière, l'éthique est difficilement applicable en politique parce que c'est un concept subjectif. Qui dit subjectif d'une multiplicité de concepts et des définitions. Donc l'éthique d'hier peut être aujourd'hui la violence et demain l'éthique n'est plus la violence. Elle évolue, elle est dynamique en fonction des circonstances temporo-spatiales. Je m'étonne du fait que vous ne comprenez pas très bien lorsque l'on vous parle. La définition exacte même de l'éthique, je vous l'ai donnée. En ce qui revient à mon cas personnel, et je vous l'ai dit, peut-être que vous l'avez mal compris, il ne s'agissait pas de moi, Alassane Parguène Rabo. Il s'agissait tout simplement du véhicule dans lequel j'étais ce jour-là, lorsque nous étions ensemble. Je reviens pour finir, pour vous dire, Alamine Fofana, que l'éthique dont nous parlons a sa place et continuera toujours d'avoir sa place dans la sphère politique nationale. Parce que s'il n'y a pas d'éthique, nous allons nous retrouver dans une organisation, dans une société sans règles strictes, dans une société sans valeur morale. Et d'ailleurs, je ne condamne pas la morale. Je vous dis tout simplement que la morale, elle a sa place. L'éthique également a sa place. Ce sont deux sphères totalement qui vont ensemble et qui permettent, n'est-ce pas, de mieux assainir
la sphère politique nationale. La Côte d'Ivoire a tout intérêt à assainir sa sphère politique en faisant de l'éthique une valeur cardinale. On ne peut pas rester un peu comme des petits poissons rouges dans cet idéalisme-là illusoire. Pourquoi je vous dis ça? Par exemple, prenons le cas de la Côte d'Ivoire en 2010. Vous avez une partie des Ivoiriens qui estiment qu'ils se battent pour la légitimité du combat en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est attaquée, il faut se battre. D'autres Ivoiriens estiment que c'est parce qu'ils sont biaisés qu'ils se battent. Donc l'éthique étant subjectif, est vérité aujourd'hui, fausseté demain, et après-demain, elle peut se muter en un autre concept. Raison pour laquelle je vous dis que avoir la prétention d'avoir l'éthique en politique est illusoire. Dans ce sens où le caractère dynamique de la réalité des choses dans la gestion d'une vie politique fait que souvent, il faut faillir à l'éthique pour avoir un intérêt plus global. Le vice-président de la CEI qui était assis hier, ici, disait que lui, il a une immunité. On ne peut pas le poursuivre pour une question pénale pendant qu'il est en fonction. L'éthique, c'est aussi l'égalité. Mais on peut dire qu'il est supérieur à la nation. Non, parce qu'il doit mener à bien une joute électorale qui peut conduire des millions de morts. Donc on lui concède cette pratique qui viole l'éthique pour qu'on puisse avoir nous tous la paix. Il faut le dire clairement, Monsieur Adama Diawara, qui a décidé de nous envoyer son représentant sur le plateau hier pour essayer de démentir la publication dont nous vous avons montré et dont nous avons fait lecture dans une vidéo minutieusement faite hier. Les IGI ont été embauchés et c'est avec certitude. Et ce poste a été fait par lui. Il n'y a personne qui a usurpé, n'est-ce pas, l'identité du monsieur le ministre pour faire cela. Ils l'ont fait. Et après les réactions négatives de la population, ils se sont vus retirer cela. De par la honte qu'on leur a fait ressentir. Mais, voyez-vous, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est la première fois? Nous allons dire non. Parce que ce régime en place, ils ont passé tout leur temps, toujours et toujours, encore et encore, à essayer de nous démontrer qu'ils ne respectent pas la loi. Et aujourd'hui, ils ne respectent même plus l'armée. Ils ne respectent pas la gendarmerie et encore moins la police. Mais que dis-je? Je parle de respect. Parlons plutôt de confiance. Ils ont perdu une totale confiance au corps habillé. Ils sont en plein le doute aujourd'hui. Ils croient de manière profonde que l'armée ne sera pas là pour eux, que l'armée ne va pas les aider. Ils doutent de tout le monde et à tout moment. Ils se sont donc dit que la meilleure solution serait d'avoir à leur côté les Igéi, les Louba, les rebelles, les bandits de grand chemin, les malfrats, ceux à qui ils donnent des fusils, ceux à qui ils donnent des armes blanches comme des machettes et ceux à qui ils donnent même des lacrymos pour déstabiliser toute manifestation qui voudrait donc éclater dans le pays. Voilà pourquoi moi j'ai toujours prôné à une manifestation généralisée en plein Abidjan, pas dans tout le pays. Le gouvernement ne se trouve pas à Bouaké, le pouvoir se trouve à Abidjan. Si à Abidjan, on les fait tomber, ils ont perdu le pouvoir et c'est basta. Et seul le peuple peut, seul le peuple veut et seul le peuple doit pouvoir le faire. Car le pouvoir appartient au peuple. C'est pour le peuple et c'est lui qui donne à qui il veut. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo avait dit, quand on voit le fauteuil présidentiel, on pense que c'est le fauteuil là qui est vide. Et pourtant, le fauteuil présidentiel a un seul patron. Et le patron, c'est le peuple. Mais ceux qui sont au pouvoir, ils ont fini par croire que le fauteuil présidentiel n'a pas de patron. Bah, si oui, c'est un patron pour eux. Il s'appelle Alassane Ouattara. Mais est-ce que c'est vrai? Non. Pour un dictateur peut-être, mais en démocratie, ce n'est pas possible. Et pourtant, la Côte d'Ivoire se veut être un État démocratique. Et un peuple qui a goûté à la démocratie par la sueur de la lutte et du combat. Alors que le président Félix Houphouët-Boigny était comme un dieu, ces jeunes se sont levés par milliers, par centaines de millions même. Dans tout le monde entier, parce que ce n'était pas qu'en Côte d'Ivoire. On a dénoncé en Côte d'Ivoire, mais les pays voisins dénonçaient. Tout d'autant plus que dans les pays voisins, on cherchait aussi la même démocratie. Il faut savoir que les États africains, surtout francophones, ont été démocrates quasiment tous au même moment. Ils ont connu l'indépendance presque au même moment, la démocratie presque au même moment. Donc, c'était des mêmes luttes. La même lutte qui se luttait, qui se menait, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, elle se menait au Togo, elle se menait au Burkina, elle se menait au Mali, elle se menait au Cameroun, au Sénégal, au Tchad. Partout, elle se menait avec les mêmes conditions et les mêmes revendications. Donc, on peut dire des centaines se menaient partout. Et c'est par la sueur du combat qu'ils ont gagné. Alassane Ouattara ne peut donc pas les renvoyer dans les années-lumière. Non, il ne peut pas les renvoyer dans les années d'obscurité, j'ai envie de dire, d'obscurantisme, j'ai envie de dire, parce que ce côté-là, on l'a déjà traversé.
Mais est-ce que Babo peut laisser ça passer? Est-ce que lui qui a lutté pour le multipartisme peut accepter aujourd'hui que le parti unique revient? Ça, je doute. Et ensuite, cette dernière vidéo, ce débat entre deux jeunes, j'ai tellement apprécié. Parler d'éthique, c'est quelque chose d'important. Il nous faut de l'éthique dans la politique. Mais est-ce que Ouattara a de l'éthique? Je doute fort.